Nous sommes à Madison, Wisconsin, le cœur du Midwest américain. Nous sommes au début des années 1990. Une jeune femme de 20 ans travaille dans un grand magasin. Elle se nomme Krista Freighton. Elle est directrice au Boston Store de Madison. L'établissement vient d'embaucher un nouvel employé. C'est un jeune homme qui a 17 ans, qu'il s'appelle Bart Alderson, un simple vendeur. Krista et Bart ne se connaissent pas, ou tout du moins pas encore. Leurs horaires se croisent, ils se parlent, ils se découvrent, ils ont des points communs et les points communs s'accumulent. Tous deux ont grandi dans la banlieue de Madison, tous deux ont fréquenté la même université, l'université du Wisconsin. Tous deux partagent une passion qui est l'aménagement de la maison. Krista a étudié l'histoire de l'art, le design intérieur la fascine, elle voit dans chaque pièce un espace à transformer, à sublimer. Bart, lui, possède un don, ses mains réparent tout et n'importe quoi. Depuis l'enfance, il rafistole, il restaure, il perfectionne, une porte qui grince, un robinet qui fuit, un mur à refaire. Le voilà comblé. Garder une maison impeccable lui procure une satisfaction très profonde et donc l'amitié devient amour. Et en 1994, Krista et Bart se marient. Ils quittent le Boston Store et ils emménagent dans un appartement à DeForest, une petite ville proche de Madison. 2 ans se passent. En 1996, Krista donne naissance à leur premier enfant, un garçon. Ils le prénomment Mitchell. Krista décide de rester à la maison pour s'occuper du bébé. Bart accepte bien entendu sans réserve. Il trouve un poste de comptable. Son salaire suffit pour toute la famille. Et 18 mois plus tard, un second fils voit le jour. Il l'appelle Chandler. Les Alderson économisent sou par sou. Plusieurs années s'écoulent. Et enfin, ils ont assez d'argent. Ils achètent leur première maison. Une demeure modeste à 2 étages, Windsor, Wisconsin, une petite ville tranquille, pas loin de DeForest. La maison est parfaite, il y a assez d'espace pour 4 personnes. Krista peut enfin déployer son talent, elle conçoit l'aménagement de chaque pièce, elle veille à ce que tout reste rangé, propre et harmonieux en permanence. Bart, de son côté, se lance dans des réparations, projet après projet. Cette maison devient son trophée. Il faut qu'elle brille toujours. Le quartier est accueillant, les voisins sont chaleureux, les Alderson se lient d'amitié avec tous, ils rejoignent les Boy Scouts, le Kiwanis Club, ils donnent leur temps, leur argent à diverses associations caritatives. Bref, la famille Alderson a trouvé sa place. Bart gravit les échelons dans son cabinet comptable. Krista reste une mère et une femme au foyer dévouée. Mitchell et Chandler grandissent dans un environnement stable, aimant. Ils prospèrent et 2 décennies s'écoulent dans le bonheur. Mais cela ne va pas continuer. Sans ça, ça ne deviendrait pas le récit de l'ombre de cette semaine. Et en 2021, les choses prennent un tournant beaucoup plus dramatique. Bienvenue à Récit de l'ombre. Souvenez-vous de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Souvenez-vous de cliquer sur la petite cloche pour être averti lorsque je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et bien entendu, commentez, mettez des pouces en l'air, ça me fait plaisir. Nous sommes donc en 2021. Mitchell a 25 ans, il vit seul dans son appartement, c'est le fils aîné. Il a obtenu son diplôme universitaire, il travaille en informatique pour une entreprise locale qui est très prospère. Il est fiancé et il est sur le point d'acheter sa propre maison. Chandler a donc 23 ans, il vit encore chez ses parents, mais lui aussi réussit bien. Il en est à sa dernière année d'université. Il étudie l'informatique également au Madison Area Technical College, MATC. Il a déjà accepté un emploi à temps plein chez SpaceX, c'est un poste en Floride, à Titusville. Dès qu'il aura son diplôme, il pourra partir. En attendant, Chandler travaille à temps partiel, parce qu'il faut du temps pour les études quand même, dans une compagnie d'assurance locale qui s'appelle American Family Insurance. Il paie un loyer à ses parents et le reste de son temps libre, il le consacre au volontariat. Il fait partie de l'équipe de plongée de sauvetage du département de police de Madison.
Il a également, lui, une petite amie qui s'appelle Catherine Melander. C'est une relation sérieuse. Elle l'appelle affectueusement hubby, petit mari ou le mari. Donc on voit déjà là où ça va, dans quelle direction ça va. Et tout va bien pour les Alderson. Tout va bien pour les Alderson jusqu'en juin 2021. Parce qu'en juin 2021, Chandler tombe dans les escaliers. Sa tête heurte violemment les marches, il se relève, il se dit qu'il va bien, mais au cours de la journée, il a des vertiges, il se sent désorienté, ses jambes s'engourdissent, il panique, il court à l'hôpital, scanner cérébral, examen complet, le diagnostic tombe, commotion cérébrale sévère, hémorragie cérébrale, une intervention chirurgicale sera nécessaire et l'engourdissement des jambes résulte d'une lésion nerveuse permanente. Chandler rentre à la maison, minerve au cou, canne à la main, il peut à peine marcher. SpaceX le contacte et bien entendu, il ne peut pas se rendre en Floride pour commencer le travail. L'entreprise le remplace. Le rêve s'effondre. Pour Chandler, c'est un coup terrible. Tout ce pourquoi il a travaillé vient juste de tomber au sol et de s'envoler. Pour sa famille aussi, c'est le choc. Voir leur Chaz, comme il l'appelle, bien-aimé, allongé sur le canapé, misérable, déprimé toute la journée, c'est insupportable. Les Alderson possèdent un chalet à White Lake, Wisconsin, à 3 heures de route de Windsor. C'est une zone forestière rurale, près d'un grand lac qui porte le même nom. Ce chalet appartient à la famille Alderson depuis les années 1940. C'était le père de Bart qui l'avait construit. Et quand Mitchell et Chandler étaient petits, Bart et Krista les y emmenaient souvent. Pêche, baignade, détente, une maison de vacances. Les garçons y ont grandi, mais ils ne veulent plus y aller. Bart et Krista ont cessé de s'y rendre. Et 2 semaines après la blessure de Chandler, une violente tempête traverse la région de White Lake. Le téléphone sonne chez les Alderson, des résidents permanents de White Lake les appellent, ils sont passés devant le chalet, il y a des fenêtres brisées, la tempête a causé des dégâts. Bart et Krista consultent leur calendrier. Le prochain week-end disponible est celui du 4 juillet. Le 4 juillet correspond un petit peu au 14 juillet en France, c'est la fête de l'indépendance américaine. À White Lake, on célèbre ça avec un grand défilé dans la rue principale et des feux d'artifice sur le lac. Donc, l'idée se forme, pourquoi ne pas combiner l'utile et l'agréable, réparer le chalet et profiter des festivités du 4 juillet, une forme de mini-vacances. Le plan est parfait. Jeudi 1er juillet, en soirée, Bart et Krista commencent à faire leur bagage. Leur départ est prévu pour le lendemain matin. Chandler est à la maison et il les observe et il essaie de les aider. Il se lève, il boitille vers eux, mais ses jambes sont trop faibles et il abandonne. Il s'assoit et il regarde et ce qu'il voit l'intrigue quand même. Parce que ses parents mettent beaucoup d'argent liquide dans leur bagage et ils mettent aussi des lingots d'argent. Étrange. Chandler ne dit rien. Peut-être veulent-ils cacher leur argent dans le chalet, comme souvenir. Enfin bref, ça c'est leur affaire, c'est pas la sienne. Et à un moment donné, Chandler pose la question « Comment est-ce que vous allez à White Lake ?» Réponse de ses parents « C'est des amis qui vont nous y conduire, un couple. » Mais il ne précise pas qui, juste, entre guillemets, des amis. Encore étrange. Chandler laisse tomber, s'ils ne veulent pas lui dire, tant pis. Bart et Krista terminent leur bagage, ils les déposent près de la porte d'entrée, puis chacun regagne sa chambre et tout le monde va dormir. Vendredi 2 juillet 2021, 6 heures du matin. Chandler se lève, il descend les escaliers lentement et avec peine. Il s'attend à trouver ses parents en train de prendre le petit déjeuner, parce qu'ils ne seraient jamais partis sans lui dire au revoir, mais la maison est sombre, vide, totalement silencieuse. Les bagages ont disparu. Chandler va à la fenêtre, il regarde dehors. Ses parents ne sont pas là, mais leurs voitures respectives sont toujours dans l'allée. Conclusion logique, ok, le couple mystérieux est venu les chercher avant l'aube. Bart et Krista n'ont pas jugé nécessaire de réveiller Chandler pour lui dire au revoir et ils sont partis. Chandler est quand même un peu secoué parce qu'il y a déjà l'étrangeté de ce qu'ils emballaient, le fait qu'il ne sait pas avec qui ils sont partis, et puis maintenant ce départ furtif comme ça. Mais il se raisonne, ses parents vont bien, ce sont juste des anomalies, rien d'inquiétant.
Il appelle sa petite amie, Kat, et lui demande de venir passer quelques jours chez lui. Elle accepte et elle arrive. Le week-end se déroule tranquillement. Chandler ne peut rien faire à cause de sa blessure, donc il se détend, il mange, il regarde Netflix, etc. Dimanche matin, l'inquiétude monte quand même, il y a quelque chose qui ne va pas. Bart et Krista n'ont toujours pas appelé. Pas de SMS, rien, aucun contact avec Chandler, Mitchell ou qui que ce soit. C'est le silence total. Et à chaque fois que Chandler ou Kat essayent d'appeler le portable de Bart ou de Krista, le téléphone ne sonne même pas. Il bascule directement sur la messagerie vocale. Donc, toujours dimanche 4 juillet, plus tard dans la journée, les inquiétudes montent vraiment. Et soudain, un SMS arrive sur le téléphone de Chandler, ça vient de Krista. Le message est bref. Nous sommes arrivés à White Lake, ici c'est bondé, le réseau est mauvais, nous restons pour le défilé et nous serons de retour lundi soir ou mardi matin. Le soulagement est immédiat. Toutes les inquiétudes s'évanouissent, Chandler et Kat sont soulagés et contents, Bart et Krista rentreront dans un jour ou deux. Lundi 5 juillet, Bart et Krista ne rentrent pas, ils n'appellent personne, ils n'envoient de SMS à personne. Encore une fois, impossible de les joindre sur leur portable, direct sur messagerie vocale. Mitchell est maintenant au courant et il essaye lui aussi d'appeler, en vain. Mardi 6 juillet, c'est le jour où Krista avait dit qu'elle serait rentrée au plus tard, et elle ne rentre toujours pas. Pire encore, le bureau de Krista commence à appeler Chandler et Mitchell et demande « Mais où est Krista ? Elle devait venir travailler aujourd'hui, elle était censée travailler aussi le vendredi 2 juillet d'ailleurs, le jour du départ de White Lake, pour White Lake, et elle est partie sans prévenir personne au travail. » Krista Alderson travaille chez Zimbrink Automotive, elle est réceptionniste. Son patron, Curtis Van Pelt, la connaît bien, c'est une femme gentille, chaleureuse, consciencieuse, et même pour quelques minutes de retard, elle prévient à l'avance. Ne pas se présenter du tout, c'est totalement contraire à son caractère. Son collègue et ami proche, Daniel Cronigan, s'inquiète également. Il a essayé de la joindre tout le week-end, pas de réponse. Et l'employeur de Bart appelle également. Même question, mais où est Bart ? Il est censé travailler, on ne peut pas le joindre, nulle part, et il n'a pas demandé de congé. Tout l'après-midi du mardi 6, Chandler, Mitchell, Kat et d'autres membres de la famille tentent de joindre Bart et Krista. Ils appellent des gens à White Lake, personne ne sait où ils sont. Mercredi 7 juillet 2021, au matin, toujours aucune nouvelle de Bart et de Krista. Chandler se rend au commissariat de police de Windsor et dépose un rapport de personnes disparues. La police de Windsor contacte immédiatement la police de White Lake et il demande une vérification au chalet. Peut-être que Bart et Krista sont toujours là, peut-être qu'il y a eu un accident, peut-être qu'ils ont juste un mauvais réseau. Bref, la police de White Lake y va et elle arrive au chalet Alderson. Personne. Le chalet a d'ailleurs l'air abandonné depuis des mois. L'extérieur est envahi par la végétation. À l'intérieur, le réfrigérateur est totalement vide et, détail intéressant, il n'y a aucun dégât visible. Il n'y a pas de fenêtre cassée, aucun signe de dommage causé par cette fameuse tempête. Chandler, Mitchell et Kat apprennent cette information et une question surgit donc immédiatement. Mais qui a donc appelé Bart et Krista pour leur dire de venir réparer ces fenêtres prétendument cassées ? Est-ce que c'est ce même couple mystérieux qui les a conduits là-haut ? Un piège ? Un kidnapping ? Jeudi 8 juillet 2021. Toujours aucun signe de Bart ou de Krista. La police n'a absolument aucune nouvelle piste. Chandler est désespéré, il se tourne vers les médias locaux, il les supplie de diffuser une histoire ou un article sur les parents disparus. Peut-être que quelqu'un sait quelque chose, peut-être que quelqu'un se manifestera, un appel à témoins, quelque chose. Les médias locaux acceptent, bien entendu, et diffusent l'histoire. Pendant que cette couverture médiatique se déroule, Chandler retourne chez lui et puis il va de porte en porte dans son quartier. Il boitille péniblement de l'un à l'autre et demande à chaque voisin s'ils ont une caméra de sécurité qui aurait pu filmer la rue le matin du 2 juillet. L'angle pourrait peut-être avoir capté ses parents qui montent dans la voiture du couple mystérieux. Chandler espère identifier ses amis inconnus grâce aux images, mais aucun voisin n'a de telles images, et cela, de toute façon, n'a plus d'importance.
Cela n'a plus d'importance parce que ce jour-là, le 8 juillet, la police fait une découverte qui, au début, peut sembler mineure, mais quand on l'examine de plus près, ils comprennent que c'est une découverte capitale qui fait exploser l'affaire au grand jour. Et pour bien comprendre cette percée, il va nous falloir remonter un petit peu dans le temps. Donc, le 29 juin 2021, 3 jours avant le départ de Bart et Krista pour White Lake. Ce jour-là, Bart Alderson en a assez. Il y a quelque chose qui le ronge depuis trop longtemps et aujourd'hui il veut aller au fond des choses. Il prend son téléphone, compose un numéro, le porte à son oreille, il y a quelques sonneries, un jeune homme décroche, il se nomme Omar Job. Bart et Omar parlent pendant, et très exactement, 17 minutes. La première moitié de l'appel, Bart est très agressif, il est en colère, il aboie sur Omar. Puis, une fois que Omar peut enfin en placer une, il peut s'expliquer. Et le ton de Bart change du tout au tout. Il n'est plus en colère, il semble défait et anéanti. Tous les deux raccrochent. Bart est sous le choc, mais il sait ce qu'il doit faire maintenant. Il doit organiser une réunion avec un groupe de personnes et il doit leur dire ce qu'il vient d'apprendre de Omar. En moins de 24 heures, Bart fixe cette nouvelle réunion le 1er juillet à 15 heures. Le 1er juillet, c'est donc le jour précédent ce fameux départ pour White Lake. Le 1er juillet 2021, Bart travaille à la maison, il regarde sa montre, il est un peu après 14 heures, la réunion est dans 1 heure, l'endroit de la réunion est quand même à une certaine distance, donc ils doivent partir bientôt. Il arrête de travailler et envoie un SMS à Chandler qui est dans la maison avec lui. « Ok, prêt à partir quand tu l'es ». Chandler est au courant de l'importance de cette réunion pour son père. Il comprend la position terrible dans laquelle se trouve Bart et il a accepté d'accompagner son père. Quelques minutes passent, Chandler et Bart s'habillent, ils se préparent, ils se retrouvent au rez-de-chaussée, un signe de tête de l'un à l'autre et ils commencent à marcher vers la porte d'entrée. Chandler est donc à ce moment-là derrière Bart. Chandler tend la main, il attrape un fusil qu'il a caché au rez-de-chaussée, il le lève et il tire au moins 2 coups dans le dos de son père. Bart s'effondre, mort ou mourant. Chandler est calme, parfaitement calme. Il sort son téléphone et il envoie un SMS à sa mère. « Le téléphone de papa est mort, envoie-moi juste des SMS. » Et puis un autre SMS qui dit « Prends du soda quand tu rentres. » Réponse de Krista « Ok, pas de souci. » Chandler gagne du temps. Il prépare la maison pour le retour de sa mère. Les 2 heures suivantes, on ne sait pas exactement ce que fait Chandler. On suppose qu'il déplace le corps de son père, qu'il le cache, peut-être qu'il nettoie un peu, et puis il se met en embuscade. 16h58, Krista termine son travail chez Zimbrink Automotive. Elle fait un arrêt dans un magasin, elle achète du soda pour Chandler. Entre 17h15 et 17h30, des caméras de sécurité sur les maisons des voisins la captent et peuvent la voir se garer dans l'allée. Quelques minutes plus tard, elle entre dans la maison, cette belle petite maison de rêve, là où elle a élevé sa famille pendant 20 ans, et elle est abattue à l'instant où elle franchit le seuil par son fils. La vérité va émerger progressivement. Chandler Alderson vit une double vie. Il n'a jamais obtenu son diplôme universitaire. Il est allé à l'université pendant un semestre, il a échoué, mais il a continué à dire à sa famille et à ses amis qu'il progressait, puis qu'il avait obtenu son diplôme et tout était faux. Il n'a jamais travaillé chez American Family Insurance. Il a juste dit à sa famille qu'il travaillait de la maison. En réalité, il s'assoit dans sa chambre et joue aux jeux vidéo toute la journée. Il n'est pas plongeur de sauvetage pour le département de police de Madison, d'abord parce qu'il n'est pas plongeur, et ensuite parce que le département de police de Madison n'a pas d'équipe de plongée de sauvetage, tout simplement. Et il est inutile de le préciser, mais il n'a jamais eu d'emploi ou d'offre d'emploi chez SpaceX, il n'a même jamais postulé. Sa blessure à la tête ? Oui, peut-être qu'il s'est cogné la tête à un moment donné. En tout cas, il est allé voir un médecin. Il était seul à la mi-juin. Le médecin lui a dit qu'il avait peut-être une légère commotion et lui a proposé une minerve. « Vous n'avez pas besoin de la porter, lui a-t-il dit, c'est seulement si vous le voulez. » Mais Chandler a transformé cette non-blessure en une blessure débilitante qui a changé sa vie. Il boitille partout avec une minerve et une canne. Il a besoin d'une excuse pour expliquer pourquoi il ne commence pas son travail chez SpaceX. En bref, Chandler a menti sur pratiquement tous les aspects de sa vie,
à pratiquement tout le monde, et pour la plupart, les gens l'ont cru. Mais ses parents sont devenus méfiants, de plus en plus méfiants. En 2021, Chandler leur dit qu'il travaille chez American Family Insurance, mais il n'a jamais d'argent et il peut à peine payer le loyer à sa famille. Son père lui demande « Mais comment c'est possible? T'es employé mais t'as jamais d'argent ?» Chandler gère cela avec astuce. Il crée de fausses adresses e-mail, il prétend être des gens des ressources humaines chez American Family Insurance, il s'envoie des emails à lui-même, des emails alambiqués avec des excuses ridicules pour expliquer pourquoi Chandler n'a pas encore été payé. Puis, depuis son vrai compte email, Chandler répond avec colère « Vous devez régler ça, ma famille n'est pas contente, blablabla ». Et le faux compte RH répond « Je suis désolé, c'est un problème qui n'a rien à voir avec vous, ce n'est pas de votre faute, nous allons régler le problème, mais vous devez attendre ». Chandler retransmet ces échanges à son père. Bart ne croit pas nécessairement tout ce qu'on lui montre, mais c'est suffisant pour qu'il arrête de poser des questions. Bart et Krista sont aussi méfiants au sujet des dossiers scolaires de Chandler. Et à un moment donné, il lui demande de montrer ses transcripts. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne en France, mais aux États-Unis, au système américain, il y a ce qu'on appelle un transcript, qui sont les différents modules que vous avez pris à l'université. Chaque module vous donne un nombre de points. Il vous faut certains points pour avoir votre master, pour avoir votre bachelor, etc., etc. Enfin, ça va dans l'autre sens. Et puis, donc, on peut voir... Généralement, ça va être le plus intéressant pour quelqu'un qui va vous employer parce que l'examen final, ça ne dit rien d'autre que vous avez un master en telle ou telle matière, mais ça ne dit pas quels ont été vraiment ceux avec quoi vous avez travaillé. Donc, très souvent, les gens vont vous demander le transcript ou le relevé de notes, en quelque sorte, je pense qu'on dira en français. Et donc, Bart et Krista lui demandent, donc, où sont tes relevés de notes ? Et Chandler dit « Mais je peux pas parce que je peux pas accéder à mes relevés de notes. » Et Bart et Krista disent « Pourquoi tu peux pas ? Tu peux tout simplement te connecter au site et télécharger tes relevés de notes qui sont non officiels en quelque sorte jusqu'ici, quoi, en gros. » Et Chandler utilise la même méthode que pour son travail. Il crée de faux comptes email, il se fait passer pour des conseillers universitaires au Madison College, il fabrique de faux échanges où le collège dit à Chandler « Désolé, vous ne pouvez pas obtenir votre relevé de notes, c'est un énorme problème, c'est de notre faute, c'est pas de votre faute, mais vous devez attendre, vous pouvez rien faire. » Chandler envoie ces échanges également à Bart et Bart finit par devenir furieux et il exige un numéro de téléphone, il veut parler à un de ses conseillers universitaires. Chandler achète un téléphone jetable, il donne le numéro de téléphone à son père. Bart appelle le numéro, quelqu'un décroche et se présente comme Daniel Spieth, conseiller universitaire. C'est Chandler, en fin de compte, qui déguise sa voix. Daniel Spieth donne à Bart exactement le même discours. « Je suis vraiment désolé, c'est de la faute de l'université. Nous ne pouvons pas obtenir les relevés de notes de votre fils. Vous allez devoir attendre. » Et le 29 juin 2021, Bart en a assez. Il en a assez de son fils. Il est convaincu qu'il y a quelque chose qui colle pas. Il y a trop de choses dans la vie de Chandler qui n'ont absolument aucun sens. Donc, il décide d'appeler le Madison College, l'université, lui-même. Il va prétendre être Chandler et il va voir s'il peut obtenir ce fameux relevé de notes. Il compose le numéro du service client au Madison College. Enfin, aux États-Unis, on dit college, mais ça veut dire université. Il y a quelques sonneries. Omar Job, représentant du service client, décroche et au début, Bart est donc très agressif, méchant, sans vraie raison. En fin de compte, il est juste frustré par toute la situation. Il prétend être Chandler et il aboie sur Omar. « Donnez-moi mes relevés de notes maintenant, je vais à votre école, il n'y a aucune raison de les garder, de ne pas me les donner, etc., etc. » Après quelques minutes, Omar finit par pouvoir parler et il dit « Écoutez, Chandler, je vous ai cherché dans le système, mais vous n'allez pas à cette université. Vous n'y êtes jamais allé sauf pour un semestre et vous avez échoué. » Bart fait une pause, une très longue pause sur cet appel. Et puis il commence à poser des questions qui n'ont plus rien à voir avec les relevés de notes parce que maintenant, il sait, les relevés de notes n'existent pas. Son fils n'est pas allé à l'université. Alors il demande, est-ce que Daniel Spieth travaille toujours là ? Omar cherche. Non, il n'y a pas de Daniel Spieth qui travaille ici et il n'y a jamais eu de Daniel Spieth qui a travaillé ici.
Chandler a utilisé 5 ou 6 noms différents pour se faire passer pour des conseillers universitaires. Bart demande chaque nom, un par un, Omar répond « Je suis désolé, ces personnes ne travaillent pas ici, jamais entendu parler d'elles, elles ne sont pas dans l'annuaire. » Et à la fin de cet appel de 17 minutes, Bart, maintenant, sait. Son fils vit un énorme mensonge. Bart raccroche et il rappelle de vrais conseillers universitaires au Madison College. Il fixe une réunion, 1er juillet, 15h. Il dit à Chandler qu'il a fixé cette réunion. Chandler va venir avec lui. Ensemble, ils vont demander à ces conseillers universitaires pourquoi ils ne peuvent pas produire les relevés de notes de Chandler. Bart sait que Chandler n'a pas de relevé de notes. Il a fixé le plus probablement cette réunion pour forcer Chandler à avouer, à annuler, à avouer ce mensonge pour que Bart puisse remettre son fils sur la bonne voie, pour qu'il puisse arrêter de mentir, pour qu'il puisse vivre une vraie vie. Mais Chandler ne gère pas le fait d'être pris et de tout avouer. Il n'annule pas la réunion, il attend tout simplement le jour de la réunion, puis il tue son père, puis il tue sa mère, puis il démembre leur corps, il essaye de brûler des parties de leur corps dans la cheminée familiale, y compris leur tête. Quand il ne peut pas vraiment détruire leur corps complètement, il prend ce qu'il reste de leur reste et les disperse partout en ville, dans des parcs, les forêts, les rivières. Il met le torse sans tête, sans bras, sans jambes de son père derrière la maison des parents de sa petite amie. Et tout ce temps, pendant qu'il fait cela, il tisse cette histoire ridicule à sa petite amie, à son frère, à d'autres membres de la famille Alderson, à la police, aux collègues de Bart et de Krista. Bart et Krista se sont levés et sont partis le matin du 2 juillet avec ce couple mystère. « Ah, au fait, mes parents mettaient de l'argent liquide et des lingots d'argent dans leur bagage, je sais pas. Ils sont arrivés à White Lake et maintenant ils sont partis. Je sais pas ce qui leur est arrivé. » On ne sait pas pourquoi Chandler a choisi cette histoire abracadabrante. Est-ce qu'il essayait de faire croire que ses parents étaient suspects, qu'ils étaient lancés dans quelque chose qui les avait fait être blessés ou kidnappés, ou essayait-il de faire croire que ses parents étaient juste crédules, qu'ils avaient été exploités par un couple mystère? En fin de compte, on ne sait pas et on ne saura le plus probablement jamais. Mais Chandler a fait beaucoup de choses qui, en fin de compte, ont travaillé contre lui. Il a laissé une montagne de preuves physiques dans sa maison, là où il a tué et démembré ses parents. Il y a des sections de plancher qui ont été arrachées, un demi-mur qui a disparu, un gros morceau de verre qui manquait dans la cheminée, le verre de protection. Et puis les différents sites de décharge où il n'a même pas enterré les parties du corps, il les a juste mises sous des branches, des bâtons, machin, etc. Très facile à trouver. Son comportement extrêmement suspect le 7 juillet, quand il est entré au commissariat pour signaler la disparition de ses parents, il agissait bizarrement, il disait des choses qui n'avaient aucun sens, il avait l'air d'un gars qui ne se souciait pas vraiment du fait que ses parents étaient partis. Il semblait vraiment cacher quelque chose. Lundi 5 et mardi 6 juillet, Krista ne revient pas au travail, Daniel est de plus en plus inquiet et il pousse Chandler à aller à la police. Et donc, le mercredi 16 juillet au matin, Chandler se présente au commissariat de police et dépose donc un rapport de personnes disparues. Les détectives Sabrina Sims et Brian Shunk du bureau du shérif du comté de Dane prennent l'affaire en charge. Première étape est donc la maison Alderson sur Oak Springs Circle Drive. Les 2 voitures sont dans le garage. Chandler explique que ses parents ont été récupérés par des amis. Il ne peut pas les identifier. À l'intérieur de la maison, l'adjoint Selly remarque des détails troublants, donc les sections du plancher qui ont été enlevées, le demi-mur qui n'est plus là, la cheminée du sous-sol où il manque un grand morceau de verre. Chandler dit que les chiens ont cassé le verre, il s'est coupé le pied, il y a du sang partout. Le chalet de White Lake, lui, raconte une toute autre histoire. Quand les enquêteurs frappent à la porte, personne ne répond. Ils regardent par les fenêtres. Le chalet semble inutilisé depuis des mois et des mois. Il n'y a aucun dégât, aucune fenêtre cassée, aucun signe de dommage causé par une tempête. Mais la grande percée du 8 juillet découle du message texte que le téléphone de Krista a envoyé au téléphone de Chandler le 4 juillet. Quand Chandler entre au commissariat le 7 juillet, une des premières questions est « Quand avez-vous parlé à vos parents pour la dernière fois ?»
Et Chandler montre le SMS de sa mère dimanche 4 juillet. Le message: nous sommes arrivés à White Lake, ici c'est bondé, le réseau est pourri ou le réseau est mauvais, nous restons pour le défilé, nous serons de retour lundi soir ou mardi matin. Mais la police remarque quelque chose. Ce SMS a donc été envoyé le 4 juillet. Or, à White Lake, cette année-là, le défilé était le 3 juillet. Quand ce SMS arrive, le défilé s'est déjà produit. À White Lake, tout le monde connaît ce défilé, c'est une toute petite ville, on ne peut pas le manquer. Alors pourquoi est-ce que Krista enverrait un SMS à son fils qu'elle va rester à White Lake pour le défilé qui s'est déjà produit? La police vérifie les dossiers téléphoniques. Le SMS a bien été envoyé du téléphone de Krista au téléphone de Chandler, mais quand il a été envoyé le 4 juillet, le téléphone de Krista n'était pas à White Lake. Il était dans la maison Alderson, juste à côté du téléphone de Chandler. La police fouille la maison Alderson. Il trouve le téléphone de Krista dans le garage, sous un tiroir, dans une chaussure enveloppée dans du papier aluminium, à côté de son permis de conduire. Chandler a envoyé ce SMS le 4 juillet en utilisant le téléphone de sa mère. Il l'a envoyé à lui-même, mais il s'est donc trompé de date pour le défilé. Il ne pouvait pas le savoir. Et cette divergence ouvre les vannes. Jeudi le 8 juillet 2021, une résidente du village de Cottage Grove appelle la police. Elle a vu quelque chose d'inhabituel. Le 5 juillet, elle a vu Chandler faire marche arrière avec sa voiture près d'une zone boisée. Elle l'a regardé marcher depuis cette zone boisée et elle a trouvé ça étrange. Les enquêteurs fouillent l'endroit, une zone boisée rurale du comté de Dane, et ils font la découverte horrible, un torse masculin, mutilé, démembré, plusieurs blessures par balle. Dans un baril d'huile à proximité, des ciseaux, une lame de scie, des coupes-boulons. 2 jours plus tard, les restes sont identifiés. C'est bel et bien Bart Alderson, 50 ans. Chandler est arrêté, accusé du meurtre de son père, accusé de mutilation et de dissimulation de corps. Mais où est Krista? Les autorités continuent à la chercher. Ils ne savent pas si elle est encore vivante. Une percée majeure vient d'une source inattendue, l'utilisation de Snapchat par Chandler. Sa petite amie, Catherine, aussi appelée Kat Melander, donne aux enquêteurs la permission de télécharger les données de son téléphone. Kat gardait un œil sur son petit ami via Snapchat. Elle utilisait la fonctionnalité SnapMap qui permet de suivre la localisation d'un ami en temps réel. Le 3 juillet, elle a repéré Chandler près de la rivière de Wisconsin. Elle a pris une capture d'écran de l'emplacement et elle l'a enregistré sur son téléphone. Les enquêteurs fouillent cet endroit, près de Roxbury, Wisconsin, une zone reculée avec accès à la rivière Wisconsin, et ils trouvent des restes humains, des jambes démembrées, identifiées comme appartenant à Krista Alderson, 53 ans. La cause spécifique de son décès ne peut pas être déterminée et ce sont les seuls restes que l'on va retrouver d'elle, ce sont ses jambes. Chandler est donc également accusé du meurtre de sa mère. L'endroit où les restes de Krista ont été trouvés est familier à Chandler, c'est près de son trou de baignade préféré, il y venait souvent avec des amis. Une photo de Chandler avait été prise à cet endroit environ 1 an avant qu'il soit accusé du meurtre de sa mère. Septembre 2021, Chandler Alderson plaide non coupable. Il nie avoir assassiné et démembré ses parents. Janvier 2022, quelques mois après, la justice américaine est un peu plus rapide que la justice française, c'est facile. Le procès commence. Les déclarations d'ouverture débutent le 4 janvier. Les procureurs soutiennent donc que Chandler a tué ses parents après qu'ils ont découvert qu'il mentait sur divers aspects de sa vie et qu'il les a ensuite démembrés et jeté des morceaux de corps un petit peu partout. Et même si les enquêteurs ont fouillé plusieurs endroits, y compris une décharge, ils n'ont rien trouvé de plus que les jambes de Krista. Ils n'ont jamais pu récupérer le reste du corps de Krista. L'équipe de défense de Chandler Alderson soutient que l'accusation n'a pas assez de preuves pour prouver son cas. Ils affirment que personne ne sait vraiment ce qui s'est passé dans la maison Alderson ou comment Bart et Krista ont été tués. Chandler ne témoigne pas du tout au procès. La défense n'a absolument aucun témoin. Et après 2 heures de délibération, le jury trouve Chandler Alderson coupable de tous les chefs d'accusation. Il est condamné le 17 mars 2022. Il est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle.
Au moment de la condamnation, Chandler dit au juge qu'il a quelque chose à dire. Il demande s'il y a des avocats prêts à prendre son appel en charge. Il a un nouvel avocat et dépose un appel. En avril 2023, 2 des condamnations de Chandler Alderson liées à la dissimulation des restes de ses parents sont annulées pour des raisons procédurales. Alderson continue de purger une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour le meurtre et le démembrement de ses parents. Il n'a toujours pris aucune responsabilité pour ce qu'il a fait. Au lieu de ça, il dit à quiconque veut l'écouter que son plan est tout simplement de continuer à faire appel de son verdict. Il est actuellement incarcéré à l'établissement correctionnel de Dodge à Waupun, Wisconsin. Après son arrestation, Chandler avait dit aux enquêteurs « Vous ne connaissez pas toute l'histoire ». Et aussi, il avait dit « Je ne me sens pas mal à propos de ce que j'ai fait ». Il demandera même à ne pas assister à sa propre condamnation, refus ultime de se confronter à la réalité de ses actes. Les psychologues qui ont étudié le cas relèvent un trait relativement glaçant. Chandler n'a pas tué par rage ni par folie, il a tué par calcul, pour préserver une image, pour maintenir un mensonge. Il a tiré dans le dos de son père, il a abattu sa mère lorsqu'elle a franchi le seuil, puis il les a démembrés, brûlés, dispersés comme des déchets. Tout ça pour ne pas dire ces 3 mots « j'ai menti ». La honte de l'échec lui semblait pire que le meurtre de ses parents. Voilà peut-être la leçon la plus terrifiante de toute cette affaire. Certains menteurs, comme Chandler Alderson, comme Jean-Claude Roman, préfèrent détruire le monde plutôt que d'admettre qu'ils ont menti. Chandler Alderson continue encore aujourd'hui de nier la réalité. Il fait appel sur appel et il refuse toute responsabilité. Le mensonge, pour lui, est devenu plus réel que la vérité. Et dans sa cellule de l'établissement correctionnel de Dodge, il vit toujours dans le seul monde qu'il ait jamais vraiment connu. C'est un monde entièrement fabriqué, un monde où il n'a rien fait de mal. C'était Récits de l'ombre. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.